patient, homme de 42 ans ayant eu un accident de parapente, se trouve dans l'hélicoptère qui le transporte au service des urgences. Il y a beaucoup de travail ce matin aux urgences. Il faut néanmoins agir vite à ce moment. Le personnel soignant chargé du triage, responsable d'évaluer le degré d'urgence des patients qui arrivent au service des urgences, doit rapidement décider qui sera traité avec quelle priorité. Encore avant l'atterrissage de l'hélicoptère, l'équipe de triage a déjà organisé une équipe de soignants composée d'un chef de clinique, d'assistants et d'infirmières du service des urgences, ainsi que du personnel d'anesthésie, d'orthopédie, de radiologie et d'autres disciplines. Le patient est déjà attendu par les professionnels de santé en salle de choc. Celle-ci est consacrée au traitement des malades ou blessés gravement atteints. D'abord, nous examinons les blessures qui pourraient mettre la vie en danger. Nous commençons par les voies respiratoires. Nous vérifions si la patiente ou le patient peut encore respirer. Nous auscultons aussi les poumons et le thorax. Nous regardons si la respiration se fait correctement malgré toutes les blessures qu'il peut y avoir. Ensuite, nous nous occupons du système cardiovasculaire. Nous regardons s'il y a des saignements ou un quelconque problème cardiovasculaire. L'évaluation de l'état de conscience de la personne ne vient qu'après. Le principe suivant s'applique pour la priorité des actions à poser. On examine d'abord ce qui est le plus susceptible de causer la mort. L'infirmière responsable d'horaire dirige les patients aux différents secteurs. Nous avons un secteur A et un secteur B. Elle informe en outre le personnel présent lorsqu'un patient entre en salle de réanimation. Elle décide qui s'y rendra pour aider et assister. Si nous savons qu'un patient peut être transféré, elle recherche un lit dans le service. Elle est avant tout responsable de l'organisation et apporte un soutien ponctuel au personnel des différents secteurs en cas de besoin immédiat. Le personnel soignant du secteur prend les patients en charge, c'est-à-dire qu'il assure leur surveillance. La surveillance standard comprend l'ECG ainsi que la mesure de pression artérielle et de la saturation. Le personnel soignant donne le traitement prescrit et aide le médecin à poser le diagnostic. Il prélève des échantillons de sang et les envoie au laboratoire. Il accompagne les patients en radiologie. Il commence le traitement en injectant des médicaments ou en posant toute autre action nécessaire. Dans la cabine d'urgence numéro 2, on traite un membre de la police cantonale bernoise, amené à l'hôpital après avoir été blessé à la jambe gauche par une arme à feu. Le projectile de pistolet de 9 mm est resté logé à proximité du tibia et doit être retiré. Notre clientèle est parfois très particulière, surtout le vendredi et le samedi soir. Il arrive que les gens soient alcoolisés, drogués ou agressifs en raison de troubles psychiques. Ils viennent à l'hôpital pour y chercher de l'aide, mais ne veulent pas qu'on les touche. Ils refusent tout, ils jettent tout par terre, ils crachent, ils jurent. Pour notre personnel, c'est très difficile de traiter des patients qui se comportent ainsi. Une patiente traitée dans la cabine numéro 12 donne du fil à retordre au personnel en charge. Elle refuse absolument tout pour l'instant et aimerait pouvoir s'enfuir. À côté du service de sécurité, on appelle une psychiatre. La patiente est ensuite admise au service d'intervention de crise pour un traitement stationnaire.
Parfois se pose la question quand un patient a le droit de venir aux urgences. L'Organisation mondiale de santé, OMS, a fait une définition qui correspond très bien à la philosophie de notre service. Une urgence est définie comme situation où soit le patient, soit un tiers a l'impression que ce patient a besoin d'aide immédiate. C'est donc le patient lui-même qui va définir s'il s'agit d'une urgence ou pas. La consultation d'urgence au service des urgences est ouverte sans prise de rendez-vous aux patients extra-hospitaliers dont l'État n'exige pas d'intervention immédiate et qui n'ont pas de généraliste ou ne parviennent pas à joindre leur médecin traitant. Certains patients viennent consulter pour des blessures banales, notamment des blessures dues au sport. On voit par exemple des chevilles foulées, des brûlures causées par du thé bouillant ou encore des cas de fièvre ou de maux de gorge. Ces patients n'ont pas de troubles respiratoires sévères et leur état n'est pas assez grave pour qu'on doive les aliter. Ils arrivent à l'hôpital en marchant, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on les appelle les walk-in patients, et repartent généralement à la maison sur leurs deux pieds. À la consultation d'urgence, nous accueillons un nombre significatif de patients issus de la migration. Ils viennent de pays arabes, d'Afrique, mais aussi d'Asie. Ils ne connaissent pas nos modèles de médecins de famille. Ils viennent directement à l'hôpital lorsqu'ils ont un petit problème de santé. Selon leur origine, nous avons parfois des problèmes à communiquer avec eux. Nous voyons de nombreux patients qui ne connaissent pas bien leurs antécédents médicaux. Certains ne savent pas exactement quels médicaments ils prennent. Lorsque nous leur demandons des précisions, nous obtenons parfois des réponses telles que « je prends de grands comprimés rouges » ou de petits comprimés blancs, ce qui ne nous éclaire évidemment pas. Dans certaines circonstances, pour savoir si le patient souffre de maladie ou si des examens ont déjà été faits, nous devons essayer de contacter le médecin de famille par téléphone s'il est disponible, ou de retrouver d'anciens dossiers médicaux si le patient a déjà consulté à notre hôpital. En moyenne, les patients restent de 1 à 2 heures chez nous. Cela dépend si des examens plus approfondis sont nécessaires, ce qui prend plus de temps. Il arrive par exemple que l'on doive attendre les résultats du laboratoire pour savoir si des radiographies sont requises ou non. Ensuite, il peut aussi y avoir un peu d'attente pour les radiographies. Mais en règle générale, les patients quittent de 1 à 2 heures après leur arrivée. Le nouveau service des urgences de l'Inselspital de Berne, ouvert en juin 2012, fait partie des services d'urgence les plus modernes en Suisse. Il y a 3 places d'atterrissage pour hélicoptères, 3 salles de choc et 29 places de traitement connectées à un système central de monitoring. Mais malgré toute la technique moderne, il existe encore des situations éprouvantes pour le personnel. Il y a bien sûr parfois des situations plutôt difficiles à digérer. Par exemple, d'une part, lorsque la famille ou les proches sont là et qu'on doit leur apprendre que le mari, la femme, l'ami vient de mourir. Ou d'autre part, lorsqu'on se trouve confronté à des choses horribles à voir. Par exemple, chez les grands blessés. Je pense là entre autres aux patients ou patientes ayant subi de graves blessures au visage. Le service des urgences de Berne dispose d'un équipement radiologique à la pointe du progrès pour compléter le spectre de ses possibilités diagnostiques. Cet équipement inclut entre autres un scanner Lodox en salle de choc permettant une visualisation radiologique du squelette entier du patient ou de la patiente en l'espace de 3 minutes. Près de la salle de choc se trouve aussi un tomodensitomètre d'urgence 256 coupes à faible radiation. Les radios nous aident surtout à réduire l'éventail des lésions possibles en ce qui concerne les fractures osseuses. Les lésions aux poumons ou au bassin sont des blessures particulièrement sensibles. Le système nous aide à déterminer en quelques minutes
où sont les lésions. La salle de choc dispose de puissantes ressources techniques. Dans de telles conditions, quel intérêt peut encore avoir ce travail sur le plan personnel? Ce qui rend notre travail passionnant, c'est avant tout la flexibilité dont nous devons faire preuve. Lorsque je commence mon quart de travail, je ne sais pas ce qui m'attend. Je peux raconter ce qui s'est passé seulement une fois mon travail terminé. Et le fait de collaborer avec de nombreux collègues et spécialistes au sein de notre propre équipe au service des urgences, avec les anesthésistes, avec l'équipe de radiologie, tout cela rend notre travail passionnant. Pour moi, ce qui est important, c'est de prendre part également aux activités quotidiennes. Je travaillais déjà dans ce service comme médecin assistant et je participe aussi au service normal des médecins-chefs. Lorsque je suis en première ligne, je peux détecter rapidement les problèmes, les conflits et aussi les lacunes, ce qui est très important. Je peux ainsi trouver une solution. Dans un service comme le nôtre, où nous entretenons des relations professionnelles étroites et où la confiance mutuelle est si vitale, nous avons l'habitude de nous tutoyer. Nous pouvons ainsi donner notre avis en toute franchise, sans être influencés par le statut hiérarchique de nos collègues. Cette approche ne semble pas être adoptée dans les autres hôpitaux universitaires. Je crois que c'est une particularité de notre établissement, mais c'est aussi ce qui fait que nous sommes appréciés. Nous sommes fiers de pouvoir interagir de manière directe, mais non moins respectueuse, les uns avec les autres. Aber dennoch respektvollen Umgang miteinander. So, jetzt geht's nicht mehr lang. Dans la mesure du possible, le service universitaire des urgences offre aux proches et aux personnes accompagnantes l'occasion de rester avec le patient ou la patiente pendant le traitement et les soins. Près de 2/3 de tous les patients arrivent à la réception sur leurs 2 pieds. Certains ont un infarctus du myocarde. On ne le voit pas tout de suite, mais on voit qu'il transpire au niveau du cuir chevelu. Nous informons alors immédiatement le personnel du poste de triage. Lorsqu'ils arrivent, les patients sont examinés sommairement par l'infirmier du poste de triage. L'infirmier détermine le degré de priorité du traitement. Une intervention immédiate est-elle nécessaire? La vie du patient est-elle en danger? Ou alors, si la situation n'est pas jugée urgente, peut-on faire attendre le patient? L'attente est souvent problématique pour les patients. S'ils voient d'autres patients passer devant eux, certains piquent des colères terribles. Chez nous, la priorité du traitement est accordée aux patients qui requièrent une intervention urgente. Les données des patients sont essentielles afin que nous puissions identifier les patients formellement. Il faut éviter qu'un patient se retrouve avec 2 identités différentes dans le système administratif. Nous demandons toujours au patient de présenter sa carte d'assuré afin de l'identifier. Ainsi, nous sommes certains que les données sont enregistrées correctement dans le système. Il est important d'assurer une bonne qualité des données des patients, puisque le système administratif fournit, en tant que système principal de l'Inselspital, des données de patients à un grand nombre de systèmes connexes, tels que le laboratoire, les radiographies. Lors d'une journée très chargée, la semaine dernière, nous avons atteint un record d'affluence avec 164 patients. Notre secteur compte 29 lits.
Avec 164 patients, il est facile de calculer la durée maximale de la consultation de chaque patient au service des urgences. Il est clair aussi que dans ces conditions, le personnel doit travailler très rapidement. Selon l'état de santé du patient, il est parfois nécessaire de lui affecter 2 infirmiers. Pour un cas d'infarctus du myocarde ou d'attaque, notamment d'attaque cérébrale, il faut généralement mobiliser 2 infirmiers. C'est la même chose en salle de réanimation. Nous avons donc besoin de suffisamment de personnel de réserve par horaire, afin d'assurer les prestations de base. Lorsqu'un secteur est à pleine capacité, le personnel soignant doit pouvoir se frayer rapidement un chemin jusqu'à la salle de réanimation ou à la cabine d'urgence, afin de traiter les patients les plus gravement malades ou les plus à risque. Une patiente ayant subi un AVC a été amenée par la Rega. D'après les informations fournies par son médecin traitant, elle avait déjà eu un AIT par le passé, mais est restée autonome jusqu'à présent et n'a jamais eu besoin d'un médicament anticoagulant. Ce sont là des informations précieuses pour le professeur Urs Fischer, médecin adjoint du service de neurologie. Après l'examen, on décide le plus rapidement possible si la patiente peut être traitée par thrombolyse, c'est-à-dire par l'administration d'un médicament causant une dissolution du caillot sanguin éventuellement présent. So einen Betrieb mit Pour garder le contrôle d'un tel service qui accueille près de 45 000 patients par année, il faut un travail d'équipe exemplaire. Kontrolle zu behalten, braucht es eine sehr, sehr gute Teamzusammenarbeit. Je compare toujours notre environnement de travail à un aéroport qui comporte plusieurs secteurs complètement différents. Il y a le tarmac sur lequel les avions atterrissent et depuis lequel ils prennent leur envol, et la porte d'embarquement où chacun des passagers doit se rendre. C'est pareil à l'Inselspital. Les patients arrivent chez nous, ils y restent un moment, et nous devons faire en sorte qu'ils prennent le bon vol. Autrement dit, qu'ils reçoivent le bon diagnostic, qu'ils n'attendent pas trop longtemps, et que tout se déroule correctement dans l'intervalle. Und dass zwischendrin alles gut funktioniert. En plus des soins aux patients, nous avons un autre mandat, l'enseignement et la recherche. Dans le domaine de l'enseignement, nous accueillons un grand nombre d'étudiants en médecine. Nous jouissons d'une grande popularité. Plusieurs étudiants viennent de la Suisse, mais aussi de l'étranger, pour se familiariser avec la médecine d'urgence. Pour ce qui est de la recherche, nos sujets d'études sont quelque peu différents de ce qui se fait généralement. Nous ne faisons pas de recherche en laboratoire. En revanche, nous axons notre recherche sur ce que l'on appelle les services de santé ou la fourniture des soins. Cela signifie que les thèmes que nous étudions sont souvent inspirés du quotidien. Nous traitons des thèmes tels que le vélo, les e-bikes, les accidents de sport, les accidents domestiques, etc. Je dis parfois, pour plaisanter, que si ces thèmes sont abordés dans le 20 minutes, c'est que notre recherche est pertinente, car les gens comprendront alors ce que nous faisons et ce que nous avons à dire. Das ist richtig so. Wir sind ungefähr in 10 Minuten in Rensum. Je pratique beaucoup de sport et cela m'apporte un équilibre essentiel avec mon travail. Je suis un fervent adepte de voile et je vais sur l'eau dès que j'en ai la chance. Je fais aussi du vélo, de la natation et de la randonnée. Cela aide énormément à réduire le niveau de stress que l'on peut ressentir, même lorsqu'on est médecin au service des urgences.
J'ai une résidence secondaire en Haute-Engadine. Je suis membre du club alpin SAC Bernina. J'aime bien faire de l'alpinisme, en été comme en hiver. En hiver, je fais des excursions à ski et en été, je vais en haute montagne. Je suis passionnée d'escalade, sans oublier la randonnée et le VTT. Je chante et je fais du yodel. À la maison, sur notre exploitation agricole, nous avons une auberge gastronomique que je dirige. Mon employeur m'a permis de réduire mon taux d'occupation à 60%. Après 30 années de service, je lui en suis très reconnaissant. Je suis très occupé, mais aussi très comblé au travail comme à la maison. Je trouve mon équilibre dans le sport. Alpinisme, parapente, j'aime les sports risqués. Mon mari et moi, nous faisons aussi des balades avec notre chien. Je fais un peu de tout. Je veille à conserver cet équilibre. Also für mich gibt es ein sehr starkes Privatleben. Das ist Ma vie privée prend une place importante dans ma vie. fast meine gesamte. Je consacre la plupart de mes temps libres à ma famille. Wenn ich einmal abschalten möchte, Et si j'ai besoin de décrocher, j'écoute de la musique. denkt man immer, die Chefärzte Les gens pensent que les médecins-chefs écoutent tous de la musique classique. sondern ich mag es, Je suis peut-être l'exception. Mes choix musicaux sont un peu plus corsés. J'aime bien les sons de guitare puissants. Quand j'étais jeune, mon groupe préféré était Nirvana, mais j'aimais bien aussi Metallica. Je suis resté fan de ces deux groupes et j'écoute encore leur musique sur mon iPod.